Sheva! Sheva! Sheva contro Buffon. Vai! Va Sheva! Va Sheva! Vai! Parte, vediamo! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! È finito! Briller chez soi et dominer les autres avec les siens avant de rejoindre les meilleurs et terrasser l'Europe du football tout entière. Ainsi pourrait-on résumer la belle carrière d'Andrei Mikhailovich Shevchenko. La légende ukrainienne est un monstre de talent et un insatiable buteur. Véritable figure du football de notre enfance, les libéraux sont fiers de revenir sur son parcours dans l'épisode du jour. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Avec moi dans ce podcast, j'ai Tate, Salut. j'ai Chris Salut à tous. et Damaz. Bonsoir à tous. S'il y a bien un attaquant qui résume parfaitement l'idée même de ce qu'est le football de notre enfance à côté d'un garçon comme Ronaldo, Gilles Christ, et je te donne pas la parole par hasard, c'est bien un garçon comme Shevchenko. C'était le sujet de notre tout premier épisode. On va dire que c'était le sujet qu'il fallait qu'on mette pour être en sorte de contre-programmation par rapport à l'offre que l'on a proposée avec les libéraux, parce qu'on parle d'un joueur quand même qui, on va le revenir dans tout l'épisode sur ça et sur sa carrière, où on va dire que c'est comme disait Lobanovski, c'est un diamant. En termes de niveau de jeu, en termes de savoir-faire tactique, de savoir-faire technique, physique, et sur lequel il représente, on va dire, tout ce qu'on a, on va dire, fantasmé pour en termes de qualité d'attaquant. Que ce soit celui qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer avec un attaquant, deux attaquants, trois attaquants. Voilà, c'est une idée du football de notre enfance et une idée de l'excellence du sport de haut niveau auquel on va rendre hommage dans cet épisode. Mais bon, je pense que pour toi, Reda, c'est pas forcément la même lecture que nous avons autour de la table avec nos amis milanais comme Tate et j'allais dire Romain, faut le dire. Romain et amoureux soviète pour Voilà, le soviet, Énormément. soviet parmi nous. Mais là, bon, j'aurai l'occasion de dire ce que je pense de Shevchenko tout au long de ce podcast-là. Après, c'est les libéraux. On essaye d'être le plus objectif possible et j'aurai l'occasion de m'exprimer quant à ce joueur qui a fait beaucoup de mal à la Juventus. Mais Dieu merci, moins qu'à l'Inter. Bien sûr. Et pour ça, je le respecte. Ouais. Mais attention, Reda, là, tu dis qu'on doit essayer d'être le plus objectif possible. Oui et non, on essaye d'être le plus lucide par rapport aux faits qui se sont passés, mais l'objectivité, on n'est pas des journalistes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le souvenir ne nous permettra pas de n'être que dithyrambique envers Andrei Shevchenko, comme on l'a jamais été dans aucun de nos épisodes. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et Dieu merci, c'est que Damaz, il aurait pu ne pas être footballeur, ce Andrei Shevchenko. Il était bien sûr naturellement doué pour le sport et pour être footballeur, mais ses parents vraiment voulaient le voir réussir dans les études et notamment intégrer l'armée, le soviétisme. Et jusqu'au bout, son père qui était un officier en effet de l'armée ukrainienne et même à l'époque soviétique bien sûr, parce que bon, on était en plein bloc communiste à la naissance de Shevchenko, né en septembre 76, une année exceptionnelle. On peut dire certainement par rapport à l'année 76 pour dire à tel point que le Seigneur nous a vraiment bénis, franchement. Kluivert, Van Nistelrooy. Juillet 76, Kluivert, Van Nistelrooy. Nwanko Kanu. Ronaldo Luiz Nazário de Lima au Brésil en 76 également. Le meilleur. Et sans oublier, bien sûr, Alessandro Nesta, qui sera son coéquipier, qui est aussi né en 76. Une année magnifique. Et par rapport à Shevchenko, si vous le permettez, c'est vraiment l'archétype du profil soviète qui vient à nous. On a un papa qui devait sans doute être très dur au caractère, mais Shevchenko l'a dit, il était d'une dureté effroyable à la maison. On a eu encore Valéry Lobzanovski, qu'on va forcément revenir dans l'épisode, où ça a été également marquant au niveau de son éducation. Et par rapport à cette enfance-là, ses parents déjà étaient très accrochés à l'école par rapport à Shevchenko. On connaît la rigueur, encore une fois, mais il va clairement faire la différence en tant que jeune. Et au Dynamo Kiev, il va s'y présenter déjà pour la première fois. Il va même échouer au premier essai. Parce qu'il avait même raté une session de dribble qu'il ne ratera pas pendant la carrière et pourquoi nous faisons même ce podcast. Et en fait, c'était Alexander Litsenko,
qui est venu le chercher, qui lui était le prospect des quartiers de Kiev et même des jeunes Ukrainiens en l'occurrence, qui va chercher Shevchenko, qui va le découvrir dans son petit village parce qu'il s'est déplacé à cause de Tchernobyl, excusez-moi, 1986, pour éviter les risques radioactifs qu'il y a eu au travers de ce malheureux événement. La famille de Shevchenko déménage et Alexander Lysenko, c'est lui qui le découvre. C'est là où la vitesse est grandée par rapport à Shevchenko, qui va même faire détourner en plus en Allemagne à Cologne en 90, mais surtout à San Siro, à l'âge de 14 ans. Et à mon avis, ça a dû faire un gros boom au cœur dans celui de Shevchenko. Oui, parce Et que finalement, son parent finissent par être convaincus de son talent et qu'ils acceptent qu'il intègre les équipes de jeunes Dynamo Kiev. Et comme le disait Damas, Tate, Shevchenko, il est vraiment connu aussi par les Italiens, il est connu des Britanniques. C'est vraiment un jeune qui finalement tape dans l'œil de beaucoup de personnes. Ouais, et t'as dans l'œil de beaucoup de personnes, comme disait Damas, Lobanowski, pardon, avec les équipes de jeunes, faisait beaucoup tourner en Europe, en Allemagne aussi, et en Espagne aussi, hein. Faut pas l'oublier. oui, bien Et sûr. Shevchenko est connu. Ouais, Il est Même l'Angleterre connu. aussi. Ouais, il est L'Angleterre. connu chez les jeunes. Comme quelqu'un de très explosif, pas forcément très très rapide, mais dans les premiers pas surtout, où il fait nettement la différence. Et il est connu pour ça. Il est connu pour ça. Et très tôt, il va débuter en équipe d'Ukraine, en équipe A, et on va voir par la suite que tout le bien qu'on a pensé de lui, il va le confirmer très rapidement. Oui, c'est vrai que tout s'enchaîne assez rapidement pour lui. Pour faire un petit résumé, il connaît ses premières convocations avec l'équipe réserve lors de la saison 92-93 sous les ordres de Vladimir Onichenko. Il sera le meilleur buteur de cette réserve dès la saison d'après. Il est lancé dans le grand bain le 20 octobre 1994 à 18 ans par Joseph Sabo face au Shakhtar. Il est convoqué également en C1 rapidement également. Il va marquer contre le Bayern Munich. Je crois que c'est son deuxième match de Ligue des Champions officiel et il marque déjà contre le Bayern Munich. Et le 25 mars 1995, il connaît sa première sélection. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Et à partir de la saison 95-96, il devient le titulaire de cette équipe du Dynamo Kiev. Gilles Chris, 25 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues. C'est l'arme fatale du Dynamo Kiev. Ah oui, en tout cas, mais c'est ça qui est impressionnant parce que voilà, un joueur qui est né en 1976, qui commence sa carrière professionnelle en 1994 et qui devient indispensable sur l'année à partir de l'année 95, donc c'est-à-dire même pas 20 ans. C'est quand même voilà, donc on est sur des aspects de précocité auxquels on va être habitué, notamment par rapport à cette génération bénie dont parlait Damas, la génération des 1976. Mais voilà, cette précocité est voilà, présente et voilà, Shevchenko est performant en termes de buts et il montre notamment en Ukraine qu'il n'a pas le temps pour le championnat et que en fait voilà, il y a un terrain de jeu qui va être important dans sa carrière dès le Dynamo Kiev, c'est la Coupe d'Europe. Et comme voilà, il avait marqué là son premier but contre le Bayern en 94-95, malgré la défaite, et ben là justement donc la Coupe d'Europe va permettre à l'Europe de découvrir Shevchenko et de se dire que dans ce nouvel ordre qu'il y a en ex-URSS, il y a toujours des talents. Et parmi ces talents-là, il y a encore Andriy Shevchenko qui montre qu'il est un joueur d'un talent qui est rare et qui peut être un pendant à beaucoup de ses concurrents qui sont du côté occidental. Alors c'est ça qui est assez incroyable et ça va se passer à partir notamment de la saison 96-97. Alors d'abord il y a une grave blessure au ménisque, le ménisque qu'on retrouvera dans la carrière de Shevchenko, mais surtout pour la saison 96-97, le destin met sur la route de Shevchenko, Damas, Valérie Lobanovski est son mentor et c'est là que tout change. C'est là que tout change, en effet, il prend une nouvelle dimension dans sa carrière et même lui-même à titre personnel, il dira que Valérie Lobanovski est le dieu ukrainien du football. N'ayons pas peur de dire les mots, ce monsieur a révolutionné concrètement le football en URSS, où le Dynamo Kiev a gagné 2 Coupes d'Europe. Quand on connaît le clivage des frontières dans le contexte guerre froide, voir une équipe d'Europe de l'Est s'imposer auprès des Européens occidentaux, qui se considèrent bien entendu supérieurs, bon ça c'est un autre clivage culturel, ben c'est marquant. Et en effet, Valérie Lobanovski va même dire que c'est moi qui ai découvert Shevchenko. C'est moi qui ai conçu Shevchenko. C'est des mots qui sont forts, en sachant qu'il y a en effet d'autres personnes qui ont pu repérer le talent, mais concrètement, Shevchenko va le considérer comme étant son père spirituel.
Andri dira encore une fois que moi, quand j'étais sur le terrain plus jeune, j'étais plus là pour mettre en avant mon côté personnel. Mais avec lui, j'ai appris la force collective. J'ai appris à travailler en équipe. J'ai appris à attaquer ensemble et j'ai appris à défendre ensemble. Concrètement, avec Papa Valéry, il a appris à devenir un grand joueur de football. Mais j'insiste, Gilles. Mais est-ce que vous vous en souvenez des matchs en Ligue des Champions quand on jouait contre RC Lens? Ah, mais on va en parler, on va en On parler. va en parler. Ce monsieur ne souriait jamais. Il ne souriait Avec un jamais. gros manteau, avec un gros manteau 3 quarts. Énorme en plus. Ah oui. Les chapeaux de l'Est, les chapeaux. Il ne sourit jamais. Il est Jamais. comme un gros papa. Un gros papa. Tu viens avec un 18 sur 20, il sourit pas. Rocky 4, c'est les mecs de Rocky 4. D'ailleurs, Alors- Rocky avait miqué Shevchenko à Lobanovski, hein, si on peut se permettre de... Mais c'est incroyable que tu parles de Rocky. Et justement, ce modèle Rocky, avec Drago, qui est la représentation de l'homme idéal de l'Europe de l'Est, eh ben, on retrouve le même schéma avec Shevchenko. Moi, concrètement, à l'époque où j'ai connu Shevchenko... Sauf que Shevchenko a gagné et pas Drago. Continue. s'il te plaît. Drago, il Il a quand même tué un mec, Drago, donc il a quand même gagné. Un noir en plus. Mais oui, un noir. Toujours. Un noir en plus. Et comme il se la racontait en plus. Mais il se la racontait comme le Barça. Il se le racontait comme le Barça quand ils affrontaient le Dynamo Kiev en Ligue des Champions. On a vu ce qui s'est passé. Ils l'ont tué, il les a tués. Mais Gilles pourra bien détailler cette rencontre en tant que madrilène. Il est bien placé pour ça. Et pour terminer, moi, concrètement, Shevchenko, que j'ai appris, je voulais devenir... Franchement, je ne comprenais pas pourquoi il n'était même pas dans les jeux vidéo à l'époque que j'ai touché. J'arrivais pas. Mais je le cherchais partout. Exceptionnel. Alors justement, on va commencer à le découvrir, hein, parce que Lobanovski va marcher sur l'Ukraine et sur l'Europe avec Andrei Shevchenko, notamment lors de la saison 97-98. Le Barça sait très bien de quoi on parle, Gilles Christ. Ah ben oui, ils savent de quoi on parle parce que ils ont réussi l'exploit de ne pas marquer de but contre le Dynamo sur les 2 reconfrontations, mais surtout, voilà, de prendre 7 buts sur les 2 matchs. Oui, 7 buts, 7. 1, 2, 3, 4, ça, voilà, ça se termine jamais ou quoi? Quel baffe. Et oui, parce que c'est vrai que la première 3-0 en octobre est quand même voilà donc assez retentissante. Après voilà donc parce que après on se dit que oui c'est en Europe de l'Est donc du coup c'est toujours en plus quand on voit le stade olympique de Kiev de l'époque où il y avait qui était bondé à chaque rencontre européenne. Ben voilà, donc du coup, bon, on se dit que voilà, ils étaient dans un contexte favorable pour pouvoir l'emporter. Mais moi, c'est le match retour, quelques jours après, où justement Shevchenko ben voilà, explose définitivement à la face du football européen avec ce fameux triplé en une mi-temps. Victor Baya, Gilles, Victor. Ah, ben, encore un gardien de Barcelone étranger qui a échoué. Hein. On est habitué. Et voilà, donc au triplé, une victoire 4-0, 0-4. 0-4 qui permet justement donc au Dynamo de faire la différence pour pouvoir aller en quart de finale de cette Ligue des Champions 97-98. Et franchement, là, quand on fait une performance dans un stade qui est dans le plus grand stade européen de l'époque, c'est compliqué voilà, donc de ne pas sortir les comparaisons avec encore ses concurrents, notamment Ronaldo qui est la référence absolue à cette époque-là. Alors justement, la saison se termine avec 35 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est assez impressionnant. Elle se termine en Ligue des Champions aussi face à la Juventus, qui n'est pas le Barça. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, par rapport à Andrei Shevchenko, et ça en dit long aussi sur ce qu'était le football à l'époque, c'est que il reste au Dynamo Kiev, alors que à l'époque, aujourd'hui, il serait très certainement parti après une saison telle qu'il a fait en 98. Tout de suite. Mais ce qui est fou, c'est que la saison d'après, l'histoire se répète. Et après avoir marché sur le FC Barcelone, cette fois-ci, il écrase le Real Madrid de Tate. Ouais, il écrase le Real Madrid. Mais avant de parler de cette saison-là, il faut dire aussi, parce que tu m'as pas donné la parole avant, par rapport à son groupe en Ligue des Champions, il gagne tous ses duels contre les attaquants de l'époque, contre Shearer et contre Van Nistelrooy. Il arrive à marquer ses 6 buts et il arrive à gagner tous ses duels. Je voulais quand même mettre en avant cela. Et là, la saison d'après, il doit confirmer. Et là, il est dans une poule où on se dit que non, mais il y a Arsenal qui est champion d'Angleterre, il y a Lens, et là, il va tout simplement éclabousser le premier tour.
avant d'aller en quart de finale contre le Real Madrid et marquer 3 buts sur les 2 matchs. Mais oui, 3 Shevchenko buts sur 3. les 2 matchs. Magnifique. Shevchenko 3, Real Madrid Real 1. 1. Non, mais c'est... Ouais. Et quand on parlait de duel, il y avait Raúl, Morientes, Souker. Et là, 3 buts. Non, Tu mais parles de c'est- duel à distance, hein, depuis. À distance, bien sûr. Ouais, bien Et là, sûr. 3 buts. Et là, tout simplement, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Et il rentre vraiment dans le gratin des joueurs à suivre dans les années qui vont arriver. Non, mais au-delà. 3 au-delà- buts. Non, mais attends, au-delà. Peut-être un salaud. 97, 98, 99, où il bat 3 buts contre le Real Madrid. Ensuite, il y a ce doublé contre le Bayern Munich en demi-finale. match. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je veux que Chris dise, c'est que tu as dit que c'est un joueur à suivre, Tate. Non, moi, je dirais plutôt qu'entre 97 et 99, c'est déjà un des meilleurs attaquants au monde. Ah oui, complètement, oui. Vas-y, C'est plus excuse-moi, qu'un joueur à suivre. Ah bah oui. Oui, Mais- c'est bien plus qu'un joueur à suivre parce que les performances Totalement. sont présentes. Hein, parce que voilà, quart de finale, 2 années de suite d'être dans le top 8 européen, c'est pas toutes les équipes qui le faisaient à l'époque. Et, Ah non. et notamment avec des performances qui sont aussi importantes. Parce qu'il faut le dire aussi, je le dis, cette élimination du Real Madrid en 98-99 est ma première grosse déception footballistique. Quand on voit après, voilà, le joueur qui fait la différence, qui est Andrei Shevchenko, et en plus qui fait aussi la misère au Bayern dans ce match 3-3, qui est quand même Oh, incroyable comme on rencontre encore dans ce stade olympique, qui Oh. franchement, j'ai l'impression que c'était l'enfer en fait sur Mais Terre, oui. que même on pouvait être au mois d'avril, au mois de mai, il allait Peu faire importe. toujours froid, voilà, peu importe, effectivement. Et là, oui, effectivement, donc là, je pense que à ce moment-là, oui, il y a Ronaldo, il y avait aussi Michael Owen, Bien sûr. il y a sûr. il y a Andrei Shevchenko, inévitablement. En tout Ah cas, oui. dans la Il y a hiérarchie Vieri, des attaquants, il il y a est présent. Vieri, il y a Vieri, bien sûr, bien sûr. Reda, on peut insister là-dessus par rapport à la panoplie footballistique de Shevchenko au Dynamo Kiev. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est-à-dire, il part en profondeur sans ballon, avec ballon. Il sait dribbler, il sait jouer en équipe avec des combinaisons, sans oublier son duo avec Sergei Rebrov. Avec Rebrov, ouais. Avec Rebrov, un duo exceptionnel que Didier Deschamps va plusieurs fois redouter au cours des éliminatoires. On parlait de Ouais, Cole ouais. York, mais eux aussi, c'était... Exactement, Tate. Et, non, et parfois, ils jouent sur le côté gauche. Ils jouent ailier gauche aussi. Et ça Exact. rajoute aussi à la panoplie de... Non, exceptionnel. Avec l'attaquant Sačić en plus là en attaque, Ouais. le Belchevik aussi qui était là aussi, le Biélorusse aussi, je m'en souviens très bien. Shevchenko, on a l'impression que c'est le joueur qui sait tout faire. Et comme il le dit encore une fois, c'est grâce à papa Valéry Lewandowski mais que j'ai appris à devenir un très 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 grand joueur. Bon, juste pour dire qu'avec Kiev, Cheva, c'est plus de 100 buts, hein, toutes compétitions confondues. C'est 5 titres d'affilée de champion d'Ukraine. Donc, c'est-à-dire, depuis qu'il est professionnel, il ne sait pas ce que c'est que ne pas être champion d'Ukraine. 3 coupes nationales. Donc, il a fait 3 fois le doublé. Une demi-finale de Ligue des Champions où il a fini en 99 meilleur buteur de cette compétition. Avec York, ouais. Avec York, sauf que à une autre époque, il aurait fait toute sa carrière au Dynamo Kiev et il y aurait eu le Ballon d'Or. Sauf que depuis Larry Bosman, les talents peuvent s'exprimer Émerge. ailleurs et il sûr. rejoint le Milan pour 23 millions d'euros. Tate, c'est un transfert qui est magnifique. Magnifique, il avait des propositions aussi ailleurs. Et c'est vraiment Berlusconi qui a insisté sur le transfert. Et de base, Berlusconi voulait les deux. Il voulait le duo. Il voulait Ouais. Rebrov aussi en même temps. Mais il n'a pas pu avoir Rebrov. Mais là, il a simplement eu Shevchenko. Et là, parce que le Milan est en train de s'essouffler, il y a le champion, on est champion d'Italie en 99, mais bon, au niveau du jeu, c'est pas vraiment ça. T'as Weah qui est vieillissant, il y a Birov qui arrive, et il faut vraiment un attaquant qui apporte vraiment un dynamisme. Et Milan, vous le savez très bien, Berlusconi aime bien jouer avec plusieurs attaquants, avec 2 attaquants, et il voulait vraiment que Shevchenko fasse la paire avec plusieurs autres, avec Birov, avec Weah, et c'est pour ça qu'il est recruté pour vraiment donner du dynamisme et donner un nouveau cycle au Milan C qui en avait vraiment besoin. Alors, il rejoint, comme tu disais, le champion d'Italie, entraîné par Zucchero. Je dirais pas son vrai nom. Zucchero. Des gens qui partent en vacances avec des arbitres, moi je dis pas leur nom complet. Le Zach, je suis désolé, quelle équipe, la El Milan, oh là là. Non, mais justement, moi, c'est ça le chapitre sur lequel je vais vous emmener maintenant, qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'on voit tout de suite Shevchenko être à la hauteur. Et vous allez voir les questions que je vais vous poser au fur et à mesure et pour voir où est-ce que je vais en venir. Alors, il fait tout bien quand il arrive, son intégration est réussie. Les tests physiques, j'écris, sont parfaits. À l'entraînement, il s'intègre assez bien. Il avait déjà commencé avec l'Italien. Il marque dès ses premiers matchs. Il y a le triplé aussi contre
contre la La Lazio. Lazio. Il fait très bien aussi l'Inter. Hein. L'Inter, dès la première saison, Tout de il suite. met déjà les Premier paris. match, Tout de premier suite. match, Il fait pas exprès contre l'Inter. Il fait pas exprès. Contre premier l'Inter, match, il fait il pas arrive, exprès. il marque. Premier Tout Ouais, de mais suite. sur la saison, il marque quasiment 4 buts, je crois, contre Cinq, l'Inter. cinq, 5, 5, cinq. 5, Avec 5. la Coupe d'Italie. Avec la Coupe d'Italie. C'est La Cup. c'est 5 buts en 4 matchs, je crois, c'est ça ou, Oh, j'ai un 4 dans ma tête. Mais, énorme. Ouais, 4 matchs, 4 matchs. Ouais. non, mais Fontaine. voilà, première saison, Gilles Christ, pour ceux qui doutaient que Shevchenko pouvait manquer de niveau par rapport à l'Ouest, pas du tout. Ah non, là franchement, il y a pas de doute à avoir sur un tel joueur. Et en plus, après, c'est vrai qu'il y a quelque chose que l'on remarque par rapport aux fourrés classés que sont les joueurs étrangers qui viennent en Serie A, c'est que bizarrement, si vous regardez les interviews, très rapidement, ils parlent italien. Donc, Ouais, du ouais. coup, ça déroge pas à la règle avec Andriy Shevchenko, qui fait déjà les efforts au niveau de la langue, hein, alors qu'il passe du cyrillique à l'alphabet grec. C'est pas forcément évident. Alors que Andriy Shevchenko, lui, il est confronté à, on va dire, une réalité, celle de la Serie A, du meilleur championnat du monde, toujours à l'époque. Et là, par exemple, sur sa première saison, ben, il est phénoménal parce que c'est vrai que vous avez parlé aussi, voilà, donc de ce premier triplé contre la Lazio qui a marqué aussi, on va dire, un de nos épisodes quand on a parlé de la Lazio d'Eriksson, parce que voilà, donc sur cette saison-là, encore une fois, la Lazio est championne. Mais sur le début de saison, c'est Shevchenko qui fait la plus forte impression. Totalement. Et il fait une forte impression sur toute la saison. Il fait partie, je pense que c'est l'un des rares joueurs à être meilleur joueur du championnat dès sa première saison en Serie A. Il y en a Voilà, qu'un, il y en a qu'un qui l'a fait. Michel. Il est français. Et les Michel. Français, ben oui, Michel, c'est pas Zinedine Zidane. Mais bon, Oh. Voilà. Non, Reda, ça m'aurait pas plu. Bref, continue. voilà. Si on Et parle voilà. de la Juve, ça me dérange pas. Bah voilà. Mais voilà, mais du coup, c'est vrai que dans ce bilan-là est quand même dans l'ensemble moribond, puisque voilà, il est rapidement cuit en Ligue des Champions. Mais totalement. Il est pas champion là, cette année d'après, alors qu'il a un joueur de standing international. Eh oui. Et là, c'est ça, on va dire, qui va être le paradoxe du bilan pendant de longues années, notamment sur les premières saisons de Andriy Shevchenko, où lui, il est performant, mais le Milan, bon, c'est plus Justement. compliqué. Il finit 3e sur sa première saison avec une élimination rapide en C1. La saison 2000-2001 est Djima Maccabi, 34 buts en 54 matchs, toutes compétitions confondues. Mais le Milan finit 6e et également éliminé rapidement en C1. J'ai l'impression que Shevchenko est le seul joueur au niveau. Et surtout, moi, je me pose la question, Damas, est-ce qu'il a fait le choix du bon club ? Oui, on peut se poser cette question-là, surtout parce qu'il était habitué aux différents titres et aux éclats en Coupe européenne, aux yeux de toute l'Europe. On a vu Shevchenko briller de mille feux, et là, il a affaire à une équipe qui n'est pas dans cette même vitesse-là. Alors attention, à l'époque aussi, Berlusconi promet aussi plusieurs investissements massifs au niveau des transferts. C'est vrai que Shevchenko était la lignée de plusieurs choses qu'on verra après. Il y avait de Fatih Terim aussi, je crois, qui arrive été 2001. En 2001, oui, elle a été 2001. Et qui était rapidement un flop, qui a été remplacé donc novembre également par Carlo Ancelotti, Don Carlo, hein, bien entendu. Moi, j'appelle comme ça parce que j'aime beaucoup ce coach, j'aime beaucoup ce monsieur et ce qu'il a fait au Milan. Et il faut quand même qu'on parle de ça, de cette arrivée-là. Georges Weah, littéralement cuit. Le but qu'il marque contre la Lazio, il fait même pas exprès. Mais moi, j'ai vu ce match contre la Lazio. Les courses que fait Georges Weah, on sent que c'est la fin. On sent que c'est la fin. Mais pour revenir à Shevchenko, c'est encore une fois cette qualité qu'il faut mettre en évidence, cette faculté à s'adapter à l'environnement dans lequel il est, que ce soit au niveau culturel, mais surtout sur le terrain. Shevchenko évolue par moments à gauche, à droite, dans l'axe, en soutien, et il est toujours performant. Et regardez la manière avec laquelle il marque ses buts. Pied gauche, pied droit, de la tête. On a rarement vu, pour ma part, il m'a l'air plus complet que Ronaldo. Les coups francs, les coups francs, Damas. Les coups francs, bien sûr, les coups francs. Ah oui. Les coups francs. Il est plus pour ma part, on avait le droit de l'appeler le Ronaldo blanc, vraiment. Et par rapport à ces performances-là, bon, ensuite il y a eu cette saison 2001-2002 où été 2001, il y a eu une arrivée très importante. Filippo Inzaghi arrive après les conneries qui s'est passées à la Juve. Reda, tu es encore une fois là pour témoigner. Et j'adore ça. Et là, par rapport à ça, on s'aperçoit que Shevchenko doit évoluer avec un autre joueur. Et surtout, mai 2002, il y a un événement très important, la mort de papa Shevchenko. Oui. Et là, Berlusconi joue un rôle très important. Et là, il faut appuyer là-dessus, je pense.
Oui, non, c'est ce que j'allais dire parce qu'effectivement, bon, il finit 2 fois meilleur buteur du championnat avec 24 Ouais. buts, hein, donc ça 24 vous buts, place 24 buts. un homme. Il y a 6-0 contre l'Inter le 11 mai 2001 aussi, qui est bon, voilà, juste pour le dire. Il y a l'arrivée de Carlo Ancelotti. 0-6 Ah, dans 0-6. cette période-là. Une Il y saison a catastrophique. Il y a aussi Catastrophique. l'arrivée de Fatih Terim qui est vite remplacé. On peut passer aussi sur cette demi-finale contre Dortmund en 2002. Et bien sûr, la mort de Lobanovski en 2002 et cette blessure aussi au ménisque. Là, c'est peut-être le seul vrai gros Ouais, moment de doute de Shevchenko, Tate. Ouais, complètement. Bon, comme on l'a dit précédemment, il tient le Milan ces 2 premières années. Et on a la mort de Lewandowski, et c'est pour ça que vous verrez bien même l'année 2002-2003, parce que Shevchenko, à partir de 2000, il commence à se poser des questions. Bon, il avait une forte relation avec Berlusconi. Berlusconi lui avait promis des investissements, mais à ce moment-là, tu avais Berlusconi qui faisait de la politique en même temps. Donc, il n'était pas tout le temps au club, il venait par intermittence. Exactement, et par des moments, il descendait en hélicoptère pour créer des électrochocs qui marchaient, mais ponctuellement et pas de manière durable. Et comme ils avaient une bonne relation, hein, ils avaient leur maison à côté au lac de Côme, et il lui disait les investissements vont arriver. Et il y a eu cette année 2001 où les investissements que vous avez parlé. Et on a 2002, donc on a la mort de son mentor, et il fait sa seule saison en 2002-2003 où au début de l'année il n'est pas vraiment dans le coup. Il a cette blessure au ménisque qui traîne. Et heureusement pour nous, c'est vraiment en fin d'année où il va marquer des buts importants. Mais sur le plan comptable, il va pas marquer énormément de buts, mais il va marquer des buts qui comptent. Il va encore marquer contre le Real en phase de poule, Très beau en but. deuxième phase de Très beau but. un but magnifique avec une passe de Rui Costa exceptionnelle. Exceptionnel, ouais. Exceptionnel. Et ce soir-là, on était clairement meilleur que le Real, et on a prouvé que on était l'une des meilleures équipes du monde. Rui Costa, parmi les promesses de Ah oui, Berlusconi, oui, hein. Était 2001. Était 2000 avec Pirlo, on a Thomasson qui arrive en 2003, Et en 2002, Rivaldo, oui, là vraiment, il met le paquet Berlusconi à ce niveau-là. Vraiment. Et en 2003, il va marquer des buts vraiment qui pèsent, et pas malheureusement en manière comptable des buts énormes, mais des buts qui pèsent. Justement, le Milan il avait réussi sans lui à être champion d'hiver sur cette saison 2002-2003. C'est vraiment l'année 2003 qui va être très importante pour Shevchenko, notamment sur son parcours en Ligue des Champions. Gilles Christ, il y a notamment aussi ce but en demi-finale contre l'Inter. Encore une fois, c'est pas pour faire Cordoba. Mais c'est un but, mais on s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est un but qui n'est vraiment pas facile à mettre. Hein. Oui, en plus d'être important, oui. Ah, le crochet qu'il met sur Cordoba, qui est vraiment au roupette. Il est à deux doigts de faire penalty. Hein. Mais encore une fois, il lui tire sous la barre. Mais non, et surtout, franchement, c'est un but qui vaut cher, ce but. Ce but vaut très cher. On s'en rend pas compte. C'est un but extrêmement important puisque par la suite, ce sera la finale de la Ligue des Champions entre le champion d'Italie et le futur vainqueur de la Coupe d'Italie. J'ai triste sur. Non, mais Reda, clairement. Après ce match, nous, vous nous regardez du toit de l'Italie, nous vous regardez à partir du toit de l'Europe, du monde, clairement. Quelle est la meilleure équipe d'Italie? Moi, je réponds juste à la question. Non, juste pour blague à part, c'est vrai qu'il y a cette finale du coup, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la prestation de Shevchenko. Oui, effectivement, mais là on voit dans cet épisode que Tate se comporte comme Raphaël, hein, en prenant la parole comme Damas. Donc on appelle mon nom, mais c'est pas moi qui réponds. Mais on parle de Shevchenko, on peut lui laisser ça. Il a mis combien de buts contre le Real, Shevchenko? Combien la question. Combien si vous voulez, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais après, on peut compter les Ligues des Champions si vous voulez. Mais bon, après ça c'est autre chose. Des Ligues des Champions des années 60, gars, c'est bon. Ouais, bon. Vous nous apprendrez comment perdre des finales après avec 3 buts d'avance. Mais bon, après. Dans les années 60, il y avait même des pays africains n'avaient pas leur indépendance, gars. Arrête un peu. Monsieur Shevchenko. Franchement. En pleine guerre d'Algérie, vous gagnez la Ligue des Champions. Arrête. C'est pas faux, mais bon. Au moins, on y était. En plus, on bat le Milan en plus. Donc, du coup. En plus, ouais. Voilà. Donc, je sais. Alors, pote camembert. Voilà. Revenons sur Andriy Shevchenko. Oui. Donc. Parce qu'en fait, notamment sur cette finale, en plus, tu vois, c'est une finale qui est l'une des plus ennuyeuses de l'histoire des finales de Coupe d'Europe. Cette finale 100% italienne. Et pourtant, dans les petits éclairs qu'il y a dans cette rencontre, il y a ce fameux but qui est refusé à Andriy Shevchenko et qui aurait pu justement donc marquer définitivement sa postérité dans cette saison-là où il est décisif
mais dans les moments importants. Et là, franchement, parce que ce but aurait pu être validé. Il aurait dû être validé. Ah, voilà, mais après l'arbitre a sifflé autrement. Mais c'est normal. Mais Il y avait Moji dans les tribunes, c'est normal. mais voilà, mais après voilà, ça se termine au tir au but et comme un symbole. Et je pense que c'est même le moment le plus important de l'histoire de Shevchenko au Milan AC, puisque je pense que s'il y a une image que l'on retient de son parcours, de cette année qu'il a effectuée, c'est cette séance de tir au but où il va regarder sur sa gauche en attendant le coup de sifflet de l'arbitre et il va mettre le contre-pied à Gianluigi Buffon pour donner la Ligue des Champions 2003 au Milan AC. Et ça, c'est à l'AC Milan. Et c'est vraiment un moment très fort, très important pour le Milan qui, après tant d'années de disette sur le plan européen, 9 ans, c'est pas 32 ans, 9 ans. Ouais, oui. Mais bon, mais voilà, c'est un moment très important pour le Milan parce qu'en fait, il ouvre l'ère des merveilleux et cette ère où justement, donc, voilà, ce Milan va être performant et va faire partie régulièrement des 3-4 meilleures équipes européennes. Cette ère à qui il manquait un titre de champion d'Italie et qui va arriver lors de cette saison 2003-2004, qui porte le sceau d'un Andrei Shevchenko exceptionnel, puisque la saison effectivement commence très bien, entre l'arrivée de Kaka et son but à Porto en Supercoupe d'Europe. Encore une fois, il sera un excellent joueur de tête, en plus du reste. Et puis le Milan va finir champion avec Shevchenko qui finit meilleur buteur encore une fois avec 24 buts. 24, c'est un chiffre assez important. Sans prendre les pénaltys. Non, mais justement, juste pour tâter 2 secondes, à ce moment-là, la saison se termine. On s'en fout de la remontada contre la Corogne. C'est pas ça qui compte. On a déjà été champion d'Europe. Là, on est champion d'Italie. Il fallait que Shevchenko et le Milan enchaînent les victoires, les titres qui leur manquaient. Non, on s'en fout pas parce que la remontada contre la Corogne, c'est une faute professionnelle, clairement. On s'en fout pas parce que après le match aller à San Siro, le 4-1, et avec un but exceptionnel de Shevchenko, on peut pas perdre 4-0 contre la Corogne. Une équipe qu'on a malaxée l'année d'avant, en plus en poule, on a malaxé, remalaxé et encore remalaxé. Et on peut pas arriver comme ça, perdre. Parce que cette Ligue des Champions, on aurait pu faire le doublé. On aurait pu rejoindre le Milan de Saki. Non, vous auriez dû faire ça. Parce que là, ça aurait été le cycle. On aurait pu rejoindre le Real, avec plusieurs Ligues des Champions d'affilée. Mais bon, c'est dommage que cet accident de la Corogne ait lieu. Il y a ce championnat où la Juve est en perte de régime. Il y a clairement Shevchenko. Il faut bien que vous soyez champion. On vous bat quand même là-bas à Dele Alpi. Et là, Shevchenko montre clairement que c'est le meilleur attaquant du monde en 2004, tout simplement. Damas, c'est ce qui manquait à Shevchenko, un titre avec le Milan, que ce soit européen ou à l'échelle nationale, il les a. Sa saison 2004 qui se termine avec un ballon d'or, tout va bien. Tout va bien. En parlant de ce ballon d'or, il faut quand même signaler que Shevchenko était 2 fois 3e quand même. Oui. En 99, il était 3e au ballon d'or. En 2000, il est 3e au ballon d'or alors qu'il ne participe pas au championnat d'Europe 2000. Et 8e en 2001. Et 8e en 2001, en sachant qu'en 2001, c'est vrai que, oui, en plus 8e en 2001, mais après, il y a eu cette blessure, toutes ces histoires-là, ça commence un petit peu à ralentir au niveau des performances. Mais Shevchenko est un habitué des ballons d'or au classement. Et cette année 2004-là, il y a cette finale, concrètement, du championnat d'Italie en 2004, que moi, j'ai regardé sur Sport Plus, une chaîne exceptionnelle. Contre la Roma. Mais contre la Roma, bien sûr, ce match à San Siro à la 32e journée, qui était concrètement la finale du championnat d'Italie. Oui. Et en effet, Kaka qui était porte-côté droit, un centre et une tête décroisée de Shevchenko. Mais dès le début du match, Shevchenko marque pratiquement à toutes les grandes rencontres. C'est incroyable. Si on fait le ratio entre le nombre de rencontres clés et le nombre de buts, mais Shevchenko, il y a très peu de gens qui peuvent parler avec lui. Vraiment très peu de personnes. Et cette finale 2004 où où même les médias italiens, je me souviens à l'époque où j'avais observé ça, parce que la Roma était dans le coup, où on était en effet sérieux à cette époque-là, où en effet, logique, notre coach était Capello. Et par la suite, pendant toute la semaine, il y a ce duel avec Francesco Totti. Mais bien sûr, il y a ce duel Totti-Shevchenko-Totti, voilà, qui va l'emporter. Finalement, Totti va presque venir en main avec Alessandro Nesta, mais de l'autre côté, Shevchenko marque. À partir de là, on arrive facilement à comprendre qui est qui. Mais c'est Totti. Non. À un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre. Je suis désolé. Shevchenko est indétrônable pour cette année 2004. Malgré ça, il sera absent
hein, encore une fois, du championnat d'Europe 2004 qui se passera au Portugal. Oui. Mais il faut quand même parler même du début de la saison 2005 aussi. Parce qu'il met un but contre Barcelone, un but au premier tour de Ligue des Champions, mais qui compte en fait. Qui compte énormément par À l'aller ou rapport au retour? À l'aller ou au retour? À l'aller, le 1-0, Tate. Les deux. Ouais, Mais et oui. les deux, oui. Les Et deux, il marque, bien sûr. Non, mais Non, ça, c'est- toujours pour il rester gagne. sur ce début de saison 2004-2005, il y a aussi son triplé en Supercoupe d'Italie contre la Lazio. Il marque Contre du la droit, Lazio. du gauche et de la tête. Ah, mais Non, tout tout ça est là. pour peut-être ce podcast ne serait pas complet si on ne répondait pas à cette question, puisque nombreux sont les gens, et j'en fais partie, qui pensent que Shevchenko ne méritait pas forcément ce ballon d'or-là. Il en aurait mérité d'autres. Tate, Bon. qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens-là? Moi, je réponds simplement que le Ballon d'Or, comme les Césars, comme toute cérémonie, à partir du moment où tous les ans vous êtes là, vous êtes dans les nominés, Bah oui. à un moment donné, quand vous faites juste une année où, elle n'est pas forcément exceptionnelle, mais juste une année où vous êtes encore là, ben vous l'avez. Contrairement à un novice qui fait une grosse année. Malheureusement, c'est la loi des récompenses individuelles. Et Shevchenko, il a été présent en 99, en 2000, troisième. Et il suffisait juste qu'il fasse encore un coup d'éclat les années d'après. Et ça tombait une année où, malheureusement, il n'y avait pas un vainqueur qui se détachait de manière très très nette. Bon, on aurait pu avoir Deco, mais bon. Bah si, Deco, oui. Ouais, mais bon, il n'a pas gagné le championnat d'Europe. Mais par rapport à Shevchenko, ce qu'il a fait Non. auparavant, et Deco, là, il avait Ah, mais pas d'image médiatique. Deco, on l'avait vu, oui, on l'avait pas Ouais, mais mais Deco, on l'avait vu la saison 2002-2003 et on l'a vu la saison 2003-2004. Oui, Mais il n'avait pas euh, l'image médiatique, et puis même avec son pays, ne le portait Exactement. pas aussi. Exactement. Mais son pays ne le portait pas comme Shevchenko. Mais Son pays l'a porté. Parce qu'il y a les buts avec le Milan, il y a aussi son parcours avec l'Ukraine dans les éliminatoires aussi, où il met des buts importants. les Milanais sont en train d'expliquer difficilement Non, mais c'est vrai. l'injustifiable. Voilà. Regardez même, Voilà. même pour les films, les Césars. Si vous êtes nominé les années d'avant, vous faites juste un Nedved film. Nedved n'avait pas tant de nominations que ça avant de l'avoir en 2003. Franchement. Ouais, mais Nedved, il joue à la Juve, gars. Marqué, Exact. et il porte la Juve, Nedved. Alors que Shevchenko portait le Milan en 2004. Mais En tout cas, Nedved, il justement, marque au Nou Camp, mais- il marque contre Ouais. le Real. On va- Attends. Oui, Gilles Christ, juste pour donner la parole, Gilles Christ, tu en penses, voilà, il aurait pu ne pas l'avoir quand même, ce ballon d'or. bien sûr qu'il aurait pu ne pas l'avoir. Je suis pas contre que Shevchenko l'ait remporté. ouais. Loin Non, s'en faut. Oui. Par contre, voilà quoi, je sais que les Milanais se cherchent dans des images, voilà, des allégories qui sont un petit peu alambiquées. Mais même les puisque- élections. Non, mais même les élections. Regarde, Mitterrand, Chirac, ils sont arrivés au pouvoir lors de leur troisième élection. Et Emmanuel Shevchenko, Macron, Et Shevchenko, c'est pareil. Shevchenko, c'est François pareil. Hollande, rien à voir. Rien à voir. Nicolas Sarkozy. Nicolas Mais oui. Sarkozy, cesse, Tate cesse. Gilles. Non mais ce ballon d'or 2004, messieurs, si vous me le permettez, si c'est Figo qui est à la place de Deco, c'est Figo qui remporte ce On est ballon d'accord. d'or. Non, mais on est d'accord. Et comme en effet, comme tu l'as dit, Tate, c'est cette image médiatique que Deco n'avait pas, qu'il a Il joue en fait hongrois, gagner. Deco. Il joue en hongrois. Non, Mais ça, Mais Owen l'a eu alors qu'il était face à Raoul. Ouais, mais Franchement, Owen, il est ouais, anglais. je- Owen, il est anglais. Owen. Non, Ouais, mais- Je le sais. Gérard je le sais. Rouillet, hein, vous savez Je très bien le comment ça sais. se passe les coulisses, les Ce gars. Arrêtez. ballon d'or 2004, Shevchenko n'aurait pas dû le gagner objectivement parlant. N'ayons pas peur de dire les mots. De Il le l'a dire, gagné bien comme sûr. tu Il t'a mis, Comme il tu t'a l'as- mis 3 buts, Damas. Il a mis 3 buts en 2 matchs. Et Parce comme que tu tu as l'as parlé dit- du match retour. Il y a le match Non. aller aussi. Où vous avez 6 points d'avance avant le match. Et il vient, Ouais, c'est ça. il vous règle. Il vous règle. Mais attends, mais calme-toi. Moi, je suis Non, content je qu'il ait suis- gagné. Moi, je suis content qu'il ait Non, gagné. je me calme pas, monsieur Damas. Mais par contre, si je peux faire la différence avec le ballon d'or FIFA qu'il y a aujourd'hui, Shevchenko ne l'aurait pas gagné. C'est Deco qui l'aurait eu, par exemple. La Parce qu'on preuve, est en plus... 2004, c'est Ronaldinho qui l'a eu. Hein. C'est Ronaldinho qui l'a eu, le ballon d'or. Exact. 2005, oui, exactement. Non, 2004. 2004, c'est Ronny qui l'a. Ronaldinho. Ah, c'est Rodin qui l'a, pardon. Ronaldinho. Excuse-moi, en effet, en 2004. Mais par exemple, Shevchenko, l'idée de ce ballon d'or-là, c'est la régularité dans les plusieurs années qu'il a amené Oui. à le gagner aujourd'hui. C'est évident. Surtout qu'il est absent de cet Euro 2004. Maintenant, Deco peut avoir le seum et c'est légitime. Oui, bien sûr. En sachant que tu as tout gagné. Et Thierry Henry aussi peut se sentir Arrête, lésé pour arrête. X ou Y Non, raison. Non, ça, non. Non, on va pas repartir Non, sur non. Thierry Henry, Faut on va arrêter essayer avec de, ça. on Non. va mais essayer c'est de très continuer. Non, juste pour terminer avec Henry, je t'en prie, Reda. Henry, justement,
à la différence avec Shevchenko, c'est les moments clés, les matchs Merci. importants. On l'a vu. Shevchenko ne rigole pas avec Henry. Bon, juste par rapport à Shevchenko, on va continuer sur sa carrière. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, on va continuer avec la saison 2004-2005 où il commence très bien, comme je le disais, contre la Lazio et qui va se terminer avec cette défaite en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Il est excellent en quart contre l'Inter. Il va marquer aussi son but en demi-finale contre le PSV Eindhoven. Moi, ce qui m'intéresse, là, je donne la parole à Chris parce que c'est lui qui avait fait le parallèle tout à l'heure, c'est quand tu regardes son regard au moment où il tire son tir au but contre Dudek en 2005, et quand tu regardes son regard au moment où il le tire contre Buffon en 2003, c'est pas la même personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi c'est pas le même regard, Christ. Ben, c'est pas le même regard parce que peut-être qu'on est à affaire à peut-être, pas forcément, peut-être sur ce match-là en particulier, hein, mais un roi fainéant. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà tout accompli, en fait. Voilà, il a été capocannoniere, il a été champion d'Italie, il a gagné la Ligue des Champions. Voilà, il a été le meilleur attaquant du monde, donc Ballon d'Or. Et là, en fait, son pays pour la Coupe du Monde. C'était en cours. Mais voilà, donc, mais là, en fait, là, en fait, moi, il faudrait que le Milan m'enseigne comment perdre ce genre de match-là. Peut-être que Shevchenko n'y était pas par rapport au scénario de la rencontre. Vous êtes à 2 doigts d'être champion d'Europe pour la 2e fois en 3 ans, et après, en 8 minutes, et ben voilà, donc tout est remis à plat, et aussi par rapport aussi à l'occasion qui manque face à Dudek. Au bout de la prolongation, on a l'impression qu'il ne comprend pas pourquoi le ballon n'est pas rentré. Et au bout du compte, quand il y a le tir au but face à Dudek, l'ascendant psychologique est pris par le gardien et le penalty sans conviction est raté. Et là, on a l'impression que Shevchenko, il y a quelque chose qui part dans les airs dans la nuit d'Istanbul et qu'il y a une cassure. Et là, justement, oui, Tate, vous devez en parler. Alors, pas du match, s'il te plaît, parce qu'on a déjà ce podcast là-dessus, mais sur Shevchenko. Bien sûr, mais voilà, donc justement, moi, je pose la question directement à Tate. Pourquoi votre joueur Ballon d'Or 2004, 6 mois après, mais on a l'impression que c'est déjà le chant du cygne? Bah, comment te dire, on peut parler de la mi-temps. Je vais vous parler de la mi-temps. Je peux en parler parce que vous avez fait un podcast là-dessus. Bon, la mi-temps, le défaut de ce Milan, c'est que Ancelotti laissait aussi beaucoup de champ aux joueurs. Et à la mi-temps, clairement, ils n'ont pas été professionnels. Ils se voyaient gagner. T'avais même Galliani qui arrivait à la mi-temps qui disait, bon, cette année, le Ballon d'Or, Shevchenko l'a déjà eu. C'est Maldini qui va l'avoir. Et clairement, à la mi-temps, ils ont lâché, tout simplement. Et comme a dit Gilles Christ, après ce match, certes, Shevchenko va faire une dernière année, 2005-2006, où au niveau des stats, il va être présent. Mais au niveau du jeu, même si vous regardez bien le match contre Lyon, au niveau du jeu, c'est plus le même, Shevchenko. Au niveau du jeu, il a certains gestes. Même s'il marque des buts, hein, il continue à marquer des buts. Hein. Oui, avec des champions notamment, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en termes de gestes, en termes de course, c'est plus le même. Et Gilles Christ a raison. Cette nuit de mai à Istanbul, il y a quelque chose qui est parti, quelque chose qui s'est envolé. Si je peux me permettre par rapport à Shevchenko et notamment par rapport à ce Milan AC, notamment campagne 2005 en Ligue des Champions, il y a des moments d'absence du Milan AC, notamment contre le PSV au match retour où ils se font dominer outrageusement. Si les Néerlandais marquent, personne ne sera surpris. Il y a des moments d'absence. Ah oui, Ambrosini joue un rôle très important dans l'arbre de Noël, qu'avait commencé à concevoir en effet Ancelotti. Et Shevchenko ne faisait plus les mêmes courses, ne faisait plus les mêmes démarrages, n'avait plus la même consistance aussi. Notamment ce quart de finale 2006 où Lyon également a des moments de domination bien sûr. et le Milan, on sent que ça patine. Et en effet, cette qualification 3-1 en quart de finale, elle est bien heureuse, elle est vraiment bienvenue. Vraiment, mais vraiment. Là, cette différence, en parlant de ça, notamment Gilles, cette prolongation où il y a cet arrêt de Dudek, un arrêt réflexe venu de nulle part. Shevchenko dira que c'est à ce moment-là que moi-même, j'avais déjà compris que j'avais perdu ce match. Et c'est bizarre qu'il parle comme ça. Parce que c'est pas fini. Exactement, c'est pas fini. Et même la tête de Gérard, de Gérard, t'as Gattuso qui tape sur le sol, on sait pas pourquoi en fait. Qu'est-ce que c'est incroyable. Mais en fait, il y a des éléments dans cette rencontre qui clairement justifient des fois les moments d'absence du Milan. Ce manque de professionnalisme, tu l'as dit, Tate, ces moments d'absence-là n'ont pas payé en demi-finale, mais en finale, face à ce Liverpool-là, quand on connaît je vais éviter de parler de cette légende de Liverpool avec leur signe, là, non, pas ça. Mais ils ont cette faculté à se sublimer dans ces moments-là, on ne sait pas pourquoi. Et ben là, ça a payé cash. Et par rapport à Shevchenko, dernier point à mentionner, c'est la finale du championnat d'Italie 2005. Oui, avec ce but de Trezeguet, avec ce retourné de Del Piero. Mais ce match-là est extrêmement dur. C'est une finale du calcio face à la Juve de Reda. Ce match-là, moi, personnellement, très cher auditeur, mais je continue à le regarder. C'est un match qui est beau.
c'est la beauté de la série au cours de cette rencontre. Shevchenko n'est pas là. Eh oui. C'est Cannavaro et Thuram qui vont l'emporter. Très aigué avec Fabio Caressa qui crie. Mais on n'oubliera jamais ces moments-là. Ben, Mais Del Piero, ce qu'il fait, ça vient Non, d'un autre ça- monde, ce qu'il fait. Ça ben, vient bien d'un sûr, autre mais monde. c'est exceptionnel parce que Gattuso est là au marquage. Non, c'est Sur- vient d'un autre monde. Non. Et puis il fait se retourner et Trezeguet qui passe devant. Non, Eh ben, c'est c'est trop. pas Shevchenko, c'est pas Shevchenko qui est là. C'est Trezeguet. Note David que la France a négligé, mais pas l'Italie. Non, que Alors, Domenech a négligé, s'il te plaît. Juste pour Ouais, Domenech, continuer, merci. c'était la de saison 2005-2006, on va pas revenir dessus, c'est la dernière saison de Shevchenko avec le Milan. C'est vrai que c'est une saison qui, à titre individuel statistique, en Ligue des Champions, ça se passe bien, mais ça se Ouais. termine en demi-finale contre le FC Barcelone. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'avant de parler de Chelsea, on va revenir sur l'Ukraine. Car à l'été 2006, Cheva va jouer la Coupe du Monde. Lui qui jusqu'à présent avait été éliminé, soit qui n'avait pas réussi à se qualifier, soit qui avait été éliminé dans les barrages. Bien sûr. Alors moi, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est qu'il n'a jamais mis l'Ukraine au second plan. Tout à l'heure, on parlait de Tchernobyl qui l'avait intimement marqué. Et c'est vrai que jouer pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens, ça a toujours été quelque chose d'important pour Shevchenko. On a vu Bien sûr. beaucoup de joueurs de l'Est qui ne venaient plus avec leur équipe nationale. Ce qui n'a jamais été le cas de Shevchenko malgré les défaites. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que, Chris, on est tous très contents de le voir participer à une Coupe du Monde. Mais on est tous contents de le voir participer à la Coupe du Monde parce qu'au moins on se dit que c'est pas un Georges Weah blanc. Voilà, pour parler de Ballon d'Or qui n'ont pas Absolument. participé à la Coupe du Monde, Absolument. ni Bien même sûr. parfois à des Coupes d'Afrique des Nations. Et là, en 2006, c'est un soulagement. Déjà qu'on n'a Vraiment. pas eu Eto'o sur l'année 2006 au Ah. Mondial. Au moins, on a Shevchenko. Donc, au moins, on va se dire que c'est le rendez-vous du Mondial 2006. Voilà, de ces mecs-là qui ont 30 ans. Maintenant en termes d'avant-centre et qui vont se réunir peut-être pour l'une des dernières fois à un très très haut niveau. Et le fait que Shevchenko ait pu participer à cela, notamment par rapport au contexte aussi politique qu'il y a eu entre 2004 et 2006, notamment en décembre 2004, avec une révolution orange. Ouais. Voilà, c'est vraiment, le symbole est fort et c'est même une joie de le voir en Allemagne et faire aussi en sorte que cette équipe d'Ukraine quand même d'une certaine manière brille et passe le premier tour et retrouve on va dire le dernier octogone de cette Coupe du Monde. Jusqu'à être éliminé en quart de finale contre l'Italie, Damas, Shevchenko il a rendu à l'Ukraine ce que lui avait donné. Enfin, ils ont pu faire leur quart de finale et ça c'est très joli. Ouais. Enfin. Mais vous pouvez pas imaginer la joie que moi j'ai eu de voir Shevchenko. Passer le premier tour, c'était pas gagné. Après la droite qu'a mis l'Espagne à l'Ukraine, il bat péniblement les Tunisiens aussi, et aussi la victoire contre l'Arabie Saoudite. Ce match en huitième de finale, très difficile à regarder contre la Suisse. Concrètement, c'était vraiment horrible, le pire. Oh mon Dieu, mais quelle rencontre! Mais on a affaire à Shevchenko qui est en bout de course. N'ayons pas peur de dire les mots. C'est triste, Il a 30 ans. Il joue au poste de 9,5, Shevchenko. Ouais. Alors après, il a cette faculté sur le terrain à évoluer en 9,5, parce que c'est pas qu'un numéro 9 pur. On l'a plusieurs fois dit au cours de ce podcast-là. Milevski va briller, notamment au cours de cette session de tir au but, où il fait une panenka, je crois, au portier suisse. Mais Shevchenko, il retrouve ses potes en quart de finale. Il retrouve ses amis, il retrouve ses adversaires au cours de cette rencontre. Et moi, quelque part, on savait tous que l'Ukraine allait sans doute s'incliner. C'est quand même dommage que ce soit Lukotony qui frappe les Ukrainiens par un doublé. Mais, quelque part, cette rencontre, ça remet un peu les choses dans l'ordre, en fait. Ça remet les choses dans l'ordre. Tu as parlé de Georges Weah tout à l'heure, Gilles, de son absence lors des grandes compétitions. Là, on le voit pas uniquement qu'au premier tour, comme plusieurs autres grands joueurs qu'on a vus dans les petites sélections. Il est en quart. C'est beaucoup. Quand on sait qu'on est ukrainien, c'est énorme. Eto'o ne sait pas ce que c'est. Drogba non plus. Drogba, ouais, vas-y. Eto'o, Eto'o, le leadership camerounais, ça. Pardon. Merci. Parenthèse. Voilà. Mais et là, Shevchenko, ce qui est bien, c'est qu'il a ça, justement, en parlant de leader, il met en lumière d'autres joueurs ukrainiens que lui-même, parce que je pense que lui-même, il sait que Voronin, bien sûr. qui commence Voronin exactement, qui commence un peu à aller sur la fin. Moi, le regret que j'ai, c'est peut-être que si Andrei Shevchenko avait été soviétique, ça aurait pu être beaucoup plus impressionnant pour lui et en termes de carrière et d'entrée dans l'histoire. Mais en tant qu'Ukrainien, il a réussi quand même à faire de très bonnes choses et à y rester très longtemps. Alors, il va jouer avec l'Ukraine jusqu'à
sa retraite après 2012. Avec l'Ukraine, c'est 111 sélections, 48 buts. Donc, c'est vraiment une très, très belle carrière nationale. On va parler un peu de ce qui fâche maintenant, messieurs, et notamment Tate. On va essayer de faire vite parce que malgré tout, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a son transfert à Chelsea. Bah, ce qu'on a compris, c'est que il s'est lié d'amitié avec Roman Abramovich. C'était vraiment hors du football. Hein. Il s'est lié d'amitié avec lui et Abramovich lui a simplement demandé de venir à Chelsea et il a accepté. Il a tout simplement accepté. Chose que l'entraîneur en place ne voulait pas. Mourinho ne bien voulait sûr. pas de Absolument pas. voulait pas de Shevchenko et Abramovich a forcé, comme avec Balak. Hein. Il voulait ni de Shevchenko ni de Balak. Et Mourinho ne l'a jamais mis dans les bonnes conditions à Chelsea pour qu'il réussisse. Même si sa première année n'est pas si catastrophique que ça, il marque des buts importants en Ligue des Champions, notamment à Valence, à Porto. Ouais. À Porto. Mais à dans Porto. le jeu, c'est pas lui qui a le leadership du jeu, c'est Drogba, les longs ballons. Les ballons sont plus sur Drogba. Il se débrouille bien à peu près lors de la première année, mais c'est plutôt lors de la seconde année où il plonge. Il plonge et je ne reconnais plus du tout le joueur que j'ai adoré et il va même revenir au Milan et il va revenir dans un état catastrophique et c'est triste. 9 buts en 2 saisons de Première Ligue, Gilles Christ. C'est qui ça? C'est Gérard Shevchenko? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être. Mais là, c'est le fameux Shevchenko de Cher à Reda, mais bon. Mais ça, c'est. Voilà, mais parce que voilà, c'est vrai que ce choix-là est un choix de vie. Hein. Bon, après, c'est le choix qu'il a partagé avec sa femme. Sa femme qui a voulu, oui, c'est sa femme qui l'a poussé aussi. Ouais. Oui, mais bien sûr. Mais après, voilà, quand vous vivez avec une femme avec laquelle vous vivez encore aujourd'hui, est-ce que c'est un choix de vie qui le regrette aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais voilà, footballistiquement parlant, voilà, je pense que c'était pas forcément la meilleure décision. Mais moi, ce qui voilà, me choque un petit peu et que c'est voilà, j'ai eu des mots, on va dire, un petit peu durs en antenne pour préparer cet épisode. Le fait qu'il embrasse son maillot dès le premier match de Community Shield en 2006, déjà, voilà, on sent qu'en fait, ouais, c'est un autre mec qui a pété les plombs, en fait. Ah oui, Ancelotti n'a pas avalé, Gattuso n'a pas avalé, les fans du Surtout Milan n'ont pas Gattuso. avalé. Non, mais c'est assez dramatique ce qu'il a fait. C'est comme s'il avait oublié tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Et c'est 7 fou. ans, 7 ans, 7. Justement, est-ce que c'est la légende qui a égratigné Damas à ce moment-là? Totalement, n'ayons pas peur de dire les mots. Shevchenko, par lui-même et par ses choix, m'a baissé dans notre estime d'amoureux du football. Il y a des propos très forts que dit Galliani par rapport à ce transfert. Il dira, c'est la victoire de la langue anglaise sur la langue italienne. Ancelotti va également dire, il doit être honnête et ne pas se cacher derrière les motivations, bien sûr, les motivations ridicules. Gattuso aussi. Gattuso, il va dire, oui, moi, chez moi, les décisions sportives, c'est moi qui commande, pas ma femme. Mais c'est Berlusconi qui le dira. Il dira Shevchenko est un petit chien et le petit chien de sa femme. Un Milanais est un homme ne se comporte pas ainsi. Chez moi, c'est moi qui commande. Mais c'est vrai que c'est un coup, en fait, qui a été mis un petit peu à la carrière d'Andrei Shevchenko, qui a 30 ans, qui a, on va dire, une douzaine d'années C'est de pas beaucoup, carrière. 30 ans, les gars. Ouais, mais c'est pas beaucoup, mais il a commencé et d'Italie. C'est ça, en fait, oui. Ça il a commencé tôt. Il a commencé tôt, comme Raoul, comme beaucoup de joueurs de notre enfance, et qui ont terminé QI, justement, quand on passait 2006, 2007, 2008. Exactement. Et sans compter que Shevchenko, déjà, on avait vu quand même que ça commençait un petit peu à pâtir en tout cas au niveau physique, ça devenait compliqué. Moi, c'est surtout moi, c'est cette conférence de presse légendaire. Shevchenko a du mal à justifier son départ. C'est Adrien Galliani qui va un petit peu le couvrir, qui va jouer un peu le rôle paternel qu'il a toujours joué, évidemment. Mais même les supporters du Milan, ils se sont vraiment sentis trahis par rapport à ce départ. On aurait dit les justifications de Tate pour expliquer le ballon d'or de Shevchenko. Oh là là, c'est petit. Franchement, moi, ce départ 2006, je ne supporte pas le Milan, il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup aimé le Milan d'Ancelotti. Et concrètement, même le Milan d'Ancelotti va perdre en splendeur à cause de ce départ. Bien sûr. Alors, Shevchenko qui va être prêté au Milan, comme tu le disais, Tate, qui va retourner en Ukraine. Il va retourner du côté de Dynamo Kiev, avec lequel il va retrouver la Ligue des Champions. Il va marquer contre l'Inter. Il va marquer contre l'Inter, son équipe préférée, il faut le dire. Il va prendre sa retraite en 2012 après avoir joué un Euro. Oui, à domicile. Zlatan. Oui, voilà. Effectivement, ce Ukraine-Suède où il marque 2 buts devant la Suède de Zlatan, qui est, on va dire, le dernier grand moment de sa carrière où il passe devant Zlatan Ibrahimovic. Le symbole est vraiment très fort à ce moment-là. Alors justement, en parlant de symbole, et on va terminer le podcast maintenant, Shevchenko, c'est quoi? C'est la légende
la dernière légende des pays de l'Est, Damas. Oui, c'est la dernière. Oui, concrètement, n'ayons pas peur de dire les mots. C'est la dernière légende des pays de l'Est. Et moi, concrètement, Shevchenko m'a tellement fait rêver. Concrètement, il est dans mon top 3 avec Figo, Beckham. Ah ouais? Oh, moi, j'adore. Shevchenko, j'adore. Il sait tout faire. Et surtout, mais vous vous souvenez pas de ces lotos qu'il avait? Il jouait en loto, le frère. Personne joue en loto. Air Total 90, Vapor, fait F50. Tu vois Shevchenko en loto, papa. Avec Sidorf, ouais, avec Sidorf. Avec Sidorf. Non, Sheva, c'est. Même Reda, je sais on sait qu'il aime Shevchenko. Il est obligé. Mais bien sûr que j'aime. Reda, Bien sûr que j'aime. il a pris des buts d'anthologie. Un en particulier, mais il a marqué Ah, 6 non, buts contre. Juste pour finir, moi pour Shevchenko, il lui aura marqué 3 buts. Il lui aura manqué 3 buts pour rentrer dans la postérité. C'est le premier but contre la Juve en 2003, refusé. Le but qu'il doit marquer contre Liverpool, qui est refusé aussi pour un hors-jeu. Et cette tête au Nou Camp en 2006, où s'il marque ces 3 buts-là, Shevchenko, il est dans la même classe que Zebio, Van Basten et R9. Mais c'est dommage. Ça veut dire concrètement, pour terminer, Gilles Shevchenko, il lui a manqué quelque chose malgré tout. Il lui a manqué quelque chose malgré tout. C'est peut-être la sélection, c'est aussi peut-être, on va dire, l'hégémonie que devait avoir le Milan, qu'elle n'a pas eu. Elle a eu en théorie, mais elle n'a pas eu en pratique. Et du coup, c'est aussi voilà, l'homme des grands rendez-vous qui était présent, effectivement, qui a montré de la performance sur toute une période et qui aurait dû peut-être être l'homme qui aurait pu faire plus pour être l'égal de tous ces grands joueurs dont Tata a parlé. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.